Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Il s'agit également d'un hors-série, comme le dernier, et c'est aussi mon premier épisode avec non pas un invité, mais deux. Aujourd'hui, je reçois Nelly et Oli, autrices et créatrices de l'association Humaine de Lettres. Elles nous présentent aujourd'hui leur projet de recueil de nouvelles de Noël à 48 mains. Oui, c'est très intriguant dit comme ça. Pour découvrir ce magnifique projet, je vous invite à écouter bien évidemment l'épisode jusqu'à la fin. Je vous mets dans la description tous les liens pour suivre tout ça de près et pour suivre aussi la campagne Ulule qui démarre le 15 août. Je vous invite évidemment à participer en masse et à partager le projet autour de vous. Avant de vous laisser avec l'épisode, je tiens aussi à vous informer qu'il s'agit de ma dernière interview avant plusieurs mois. J'en ai parlé sur mon compte Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre pour avoir des nouvelles. Je vais mettre en pause le podcast puisque je déménage et que je n'aurai plus d'endroit où tourner les épisodes. Donc je préfère mettre en pause jusqu'à retrouver un setup intéressant pour moi, pour le podcast, pour les interviews en tout cas. Je réfléchis à faire des épisodes en solo à partir du mois d'octobre, novembre, où on parlera plutôt de mes projets à moi, donc ce sera des épisodes un peu hors série. Je sais que la plupart d'entre vous êtes abonnés pour les interviews, mais du coup si ça vous intéresse de suivre un petit peu mes projets d'écriture perso, ce sera sur le podcast et je reviendrai à partir de juillet-août l'année prochaine. Je sais que ça fait un long moment, mais si jamais je trouve le temps, je le ferai avant, mais sinon ce sera l'été prochain malheureusement. Je vous remercie en tout cas pour cette année et demie d'écoute du podcast. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un arrêt définitif, c'est vraiment une pause même si elle est très très longue. J'essaierai de poster quand même des épisodes solo dans les prochains mois pour pas laisser ce podcast à l'abandon évidemment. Mais si jamais ça ne vous intéresse pas, je ne vous en voudrais absolument pas. Et voilà. Voilà, du coup, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous dis à bientôt. Je vous propose déjà de vous présenter chacune l'une après l'autre. Alors, qui commence, ça c'est vous qui voyez, au feeling. Et après, on parlera du projet. Je vais commencer. Moi, c'est Oli Prose. Je suis autrice. En fait, j'écris depuis très très longtemps, depuis que je suis toute jeune. Mais j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement depuis 1 an et demi. Voilà. J'ai écrit de la fantasy mythologie et un thriller aussi en 4 mains avec ma comparse Nelly. Voilà. Et le projet calendrier, bien évidemment. Moi c'est Nelly. Pareil, j'écris sérieusement depuis. J'ai eu le déclic en 2023, je crois. J'écris principalement de la dystopie, sous fond fantasy, et avec beaucoup de science, du coup, parce que j'ai un background scientifique, donc j'aime bien mêler rationnel et magie. Et du coup, le thriller 4 mains avec ma comparse ici présente et le 48 mains, du coup, pour le projet calendrier. Fenêtre sur Noël. Le 48 mains, j'adore. Vous m'avez dit dans votre mail alors je me rappelle plus qui est qui. Oli, et qui est le raton laveur, et Nelly, et qui est la loutre. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Alors en fait, c'est tout simplement, ce sont nos animaux totems. Depuis le début, je sais plus d'où c'est venu, mais au tout départ, quand on commençait nos collaborations sur Instagram, on signait avec nos animaux totems. Donc moi, le raton laveur et Nelly la loutre. Et c'est resté en fait. Depuis, c'est resté. On les met partout. Ouais. Ok. Parce qu'accessoirement, c'est trop mignon. Une loutre et un raton laveur. Oui. Totalement. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est venue votre collaboration, comment vous vous êtes rencontrés, comment est née la collaboration, l'envie d'écrire à deux, et du coup, comment est né le projet ensuite Humaine de Lettres, et après le recueil.
Donc, comment on s'est rencontrés? Déjà, c'était avec la plumerie. Donc, c'était via un challenge d'écriture. C'était booster son Insta, je crois, de mémoire. Et parmi les challenges, à un moment, il fallait faire un post en collaboration. Et comme on avait un petit peu discuté, on a dit, tiens, on va faire. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on habitait à 5 km l'une de l'autre. Donc, ce qui était assez drôle. Et encore plus drôle, c'était qu'on n'était pas du tout de cette région de France. On était originaire de l'autre bout de la France, littéralement au même endroit. Donc, c'était encore plus rigolo. Et ça a matché vraiment direct. On peut même dire coup de foudre amical professionnel, quoi. Et ça c'est en fait c'était logique de travailler à deux parce que en fait ça s'est fait super naturellement. Et un jour Oli m'a dit oui, j'ose pas trop t'en parler, j'aimerais bien peut-être écrire un quatre mains parce que c'est vrai qu'on a la même manière de travailler et tout. Et là moi je lui ai dit mais tu sais que ça fait des semaines que j'ose pas t'en parler, que j'aimerais bien faire un quatre mains aussi. Voilà. Et après, ça s'est un poil enchaîné. Mais vraiment un poil, parce que ça s'est transformé. On a créé le Discord, Humaine de Lettres. On a créé un challenge d'écriture. Un non-challenge d'écriture, Movembre, pour se motiver, en fait, sans nombre de mots, mais voilà, humour. Hein. Voilà, Movembre, motivé. Et de là, on cherchait une autre animation pour Noël. Et on s'est dit, tiens, on va faire un calendrier de l'Avent, un challenge calendrier de l'Avent. Chaque jour, il y aura un thème, un genre littéraire, et il faudra écrire quelque chose autour des festivités de fin d'année. Et en fait, à ce moment-là, on s'est regardé parce qu'on était en train de tourner des réels de bêtises. Et là, on s'est dit, mais en fait, si on faisait pas un challenge d'écriture, si on allait plus loin, genre un truc énormissime, si on faisait un recueil de nouvelles, et si on recrutait du coup 22 autres personnes pour faire ça, et si on le publiait. Et c'est comme ça que finalement ça a été lancé. Voilà. Donc c'était ça s'est enchaîné en fait. C'est un peu logique, c'est cliché, mais c'était tellement évident que c'en était logique. Ouais, mais c'est génial quand ça coule tout seul. C'est trop bien, j'adore. Comment ça s'est déroulé l'organisation? Je suis trop curieuse parce qu'il y a quand même 24 nouvelles, c'est un gros travail quoi. Donc comment ça s'est déroulé l'organisation? En fait, on voulait tout simplement de la diversité dans les genres littéraires. Autour de la thématique des festivités de fin d'année, Noël, Yule, ça. Et en fait, pour commencer, on a choisi les genres qui nous parlaient le plus, donc fantasy, fantastique, thriller, des genres qu'on retrouve un peu facilement dans la littérature d'aujourd'hui. Et on a après choisi des genres qu'on connaissait moins et qu'on pratiquait peu, voire pas du tout, comme la romance, le drame, l'historique, mais aussi par exemple le steampunk, le cyberpunk. Tout ça, personnellement, c'est des genres que je ne connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que c'est pas très courant, je trouve, à tort. Et on a aussi réfléchi à d'autres genres, notamment pour un peu se constituer des défis, notamment avec le genre épistolaire et le genre du conte, qui est très technique au final. Très codifié, ouais. Voilà. Très codifié, ouais. Et après, pour les autrices qui ont participé, du coup, comment ça s'est passé? C'est les personnes de votre serveur Discord, c'est ça? Alors, oui et non. Donc, on a préparé en amont pour... déjà parce qu'on est deux personnes qui sont assez carrées et on va pas se leurrer, assez stressées de base. Donc, on avait besoin, en fait, d'arriver avec quelque chose quand même de concret. Donc, on s'est renseigné et on a décidé de faire un appel à texte avec les 24 genres littéraires
Et les personnes devaient nous proposer un pitch et réserver, entre guillemets, un genre jusqu'à la validation du pitch. Et après, leur candidature était validée. Donc forcément, nous, on a choisi nos genres littéraires en amont. On s'est autorisé ce privilège. Et après, donc on a fait cet appel à texte sur notre Discord Humaine de Lettres. Puis, comme le Discord, il était vraiment tout neuf, on a aussi été chercher des personnes qu'on connaissait via le Discord de la Plumerie et des mots raturés. Et aussi, il y a certaines personnes qui nous ont été chaudement recommandées. Donc là, on est allé les voir, on a attendu de voir si le pitch nous plaisait, etc. Et dans les faits, on a ouvert l'appel à texte, c'était le 15 novembre. Il me semble, et on l'a fermé le 17 novembre à 11h59 parce que en fait on s'attendait pas à un engouement, à ce que les gens nous suivent dans un truc aussi énorme, et on s'attendait pas à un tel engouement, donc on a fermé parce qu'on était complet 2 jours plus tard, donc voilà. Ah ouais. Il y a eu combien de gens qui ont participé à l'appel à texte au total ? Là, je pense les propositions... pas beaucoup, parce qu'en fait, on a fermé très vite. On a dit, peut-être on a été jusqu'à 30, je pense, sur 24. Donc, ouais, ça doit être ça. voilà, on a fermé le robinet assez vite. Parce que comme dit, il y avait des gens qu'on connaissait. Donc, on est allé chercher aussi. Pour constituer cette équipe, savoir si ça les intéressait, et on a été plus que surprise que les gens nous disent ouais, trop bien, et on a dit d'accord. Ok. Ouais. J'adore. C'est vrai que c'est un beau projet, donc ça donne envie d'y contribuer, quoi. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous, parce que du coup, vous êtes un peu les éditrices du projet, en plus d'être autrice. Oui, on n'aime pas. On fait tout ça. Ouais. Non, c'est parce qu'on est de base, on est une association. On n'est pas une maison d'édition, mais notre travail se rapproche beaucoup de ce que peut faire une maison d'édition. Alors, voilà, on reste une association, on n'est pas du tout des professionnels entre guillemets, mais oui, notre boulot, notre travail, ces 9 derniers mois, c'est beaucoup rapproché d'une maison d'édition, on va pas se leurrer. Et c'est pas notre objectif premier. Voilà. Du coup, beaucoup de coaching, en fait, aussi. Parce que on se retrouve avec 24 autoristes, plus les illustratrices aussi, et tout ce qu'il y a autour. Donc 24 autoristes avec 24 syndromes de l'imposteur, dont les nôtres. Donc à gérer, à suivre, et des rythmes de travail qui sont pas les mêmes, des manières d'écrire qui sont pas les mêmes. Donc ça, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on prenne en compte pour essayer de faire ressortir le maximum de chacun et chacune, en fait. Donc ça a été beaucoup d'humains. Bon, l'association s'appelle Humaine de Lettres, donc ça tombait plutôt pas mal. Mais donc voilà. Et ça, c'était après, peut-être ta question, c'était plus technique. Oui, après, du coup, comment ça se passe pour vous ? Vous relisez tout, vous donnez des retours, c'est quoi les étapes ? Alors, les étapes, en fait, quand une nouvelle était terminée, dans le sens où l'autrice nous la rendait, son jet final, d'abord c'est Nelly qui commençait à bêta-lire la nouvelle. Donc Nelly, faut savoir qu'elle bêta-lit, c'est un sniper, voilà. Elle est très précise dans ses bêta-lectures, elle voit tout. Il y a beaucoup de commentaires, mais c'est toujours très argumenté, très précis.
Voilà. Donc généralement, la première écriture après la bêta lecture de Nelly, déjà il y a un gros travail de réécriture généralement. Après ça, il y a plus grand chose à faire, on va dire. Ensuite, c'est moi qui bétalie après cette première écriture. Je bétalie et ensuite il y a une nouvelle réécriture de l'auteurice. Et une fois qu'on est passé toutes les deux sur la nouvelle, c'est les auteurices du projet, celles qui se sont inscrites sur la bêta lecture, qui bétalisent. En fait, au tout début du projet, on a demandé aux auteurices de se positionner sur des bêta lectures des autres nouvelles. Donc on a eu des inscriptions, voilà. Et en tout, il y a eu 89 bêta lectures, en plus des nôtres. Voilà. Et donc une fois que les autoristes font cette bêta lecture, il y a une énième réécriture. Voilà. Après, nous, on relit toutes les deux la nouvelle. Et ça part en correction, orthotypo-syntaxe. On a eu ensuite une correctrice pro qui a pointé. Pardon, je reviens un peu en arrière. C'est Lutise, la correctrice qui a corrigé les nouvelles. Et ensuite, c'est Camille et Luna qui a fait le pointage sur maquette. Et on a aussi Julie, une ancienne diplômée de l'édition, qui a fait un pointage, par contre, sur la mise en page sur maquette. Donc on a eu énormément de relectures pour que ça se passe au final. Oui, et entre-temps, on a eu quasiment à chaque étape, en fait, on avait des réunions avec chacune des autoristes. Voilà, pour les doutes, pour vérifier qu'on était vraiment d'accord, pour le polissage du texte, etc. Après, les plus grosses réunions, c'était au départ, après la bêta lecture que je faisais, surtout quand c'était vraiment des bébés autrices, c'était aussi la réunion pour les rebooster et leur faire voir que c'est pas parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qu'il y avait beaucoup de travail au final. C'était vraiment faire ressortir le meilleur du texte. Et puis voilà, là il y avait une grosse réunion à chaque fois aussi, juste entre la partie dernière relecture et envoi en correction orthotypo-syntaxe, et encore une réunion après la correction orthotypo-syntaxe pour être sûr que ce que proposait la correctrice c'était ok, que en changeant un mot pour par exemple parce qu'il y avait des répétitions en mettant un synonyme, que ça changeait pas foncièrement le sens même si c'était très léger. Donc c'est vrai qu'on a passé énormément de temps à communiquer au max pour que ce soit le plus j'ai pas le mot, mais le mieux pour tout le monde, le plus abouti et précis pour chacun et chacune. Et du coup, avec tout ce travail que vous faites, vous arrivez à trouver du temps pour vos écritures personnelles un petit peu ? Non. Non. Moi, personnellement, non. Ça fait, non, là, ça fait 9 mois que c'est en pause, que j'ai rien écrit, personnellement. Ouais, non. Non. À part nos nouvelles, quoi. Oui, voilà, par nos nouvelles, bien sûr, mais non, j'avoue que là, personnellement, moi, je traverse une phase où tout est en stand-by. Et j'ai une petite perte de confiance, voilà, donc ça va revenir, hein, mais j'ai d'autres projets en tête. On a un projet commun aussi, comme je l'avais dit avec Nelly, mais ouais, c'est compliqué de mélanger plusieurs univers, plusieurs projets en même temps. Au départ, je pensais que ce serait possible, mais non. Personnellement, je m'en sens pas capable. Après, ça c'était aussi, on a eu pas mal, on va dire, de rebondissements, hein, donc plus que prévu, dont des trucs très bêtes, hein, genre une canicule qui donne littéralement plus d'énergie pour rien faire. Enfin, que dis-je, plusieurs. Voilà.
Et puis c'est vrai que ça a été ça, et c'était on s'est un petit peu laissé peut-être en fait, c'est que récemment qu'on s'est rendu compte qu'on s'était un petit peu laissé englober dans ce projet vraiment beaucoup, et que on était la tête dans le guidon et on voyait plus que ça. Enfin, je pense que Oli c'est pareil, mais moi il y a certaines des nouvelles, je les connais mieux que ma propre nouvelle. Tellement qu'on les a relues, qu'on les a corrigées, qu'on a été là. Je suis quasiment capable de les citer par cœur. Là, en plus, on est au point de vue maquettage, donc c'est-à-dire que là, on arrive vraiment au moment où les textes nous sortent par les yeux. Mais même si on les aime d'amour, toujours. Mais voilà, et on était vraiment la tête dans le guidon, et heureusement, je pense qu'on peut le placer tout de suite. En fait, les rebondissements et les différentes épreuves qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'on avait une équipe extraordinaire. En particulier, l'équipe com, l'équipe illustratrice, l'équipe correctrice. Les gens étaient là. On s'est un petit peu fait des fois réprimander pour dire maintenant vous lâchez du lest. On est une équipe, c'est là pour ça. Et on est derrière, quoi. Donc vraiment, c'est ça aussi qui fait la force du projet, et le soutien, l'entraide. Au final, l'association porte bien son nom parce qu'on a des humains et des humaines qui sont extraordinaires. Donc et qui écrivent. Donc voilà, humaine de lettres, ça tombe quand même plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'elle regarderont cette interview. Du coup, on vous fait des cœurs comme les milléniaux, des cœurs comme la nouvelle génération. Voilà. Il y a ça aussi. Comme non, ça, alors, ça c'est chouette. Ouais, ça, j'y arrive pas. C'était pas le doigt. Donc là, la maquette, vous êtes quasiment à la fin de la maquette. On est en train de peaufiner. Ouais, on là, est perfectionnistes toutes les deux. Donc là, on relit une énième fois, je sais pas, la maquette, on ne peut plus la voir. Entre vérifier les veuves et orphelines, les interlignages, toutes ces petites choses qui, comme ça, paraissent super compliquées, il suffit de cliquer. Non, non, c'est un vrai travail, le maquettage. Donc, du coup, merci à Fiona, qui nous a aidés, parce que Fiona nous aide pour le maquettage, et un petit coucou aussi à Caroline Blino qui nous a montré un peu comment ça se passe. Et à Camille et Julie pour les pointages qu'on n'avait pas vus parce qu'en fait à force on voit plus aussi. On voit plus ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu comme tout. Plus tu relis, moins tu vois en fait les choses. Ou alors il faut les laisser reposer un peu 1 ou 2 semaines, mais là on peut pas se permettre de laisser reposer 1 ou 2 semaines. Mais oui, on est en train de peaufiner. Là, clairement, la maquette d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on est bon. Je pense on va dire on est à 98% là de finalisation. Voilà. Ce qui est ça touche au but. Grisant et en même temps ultra flippant. Mais ah bah oui, il y a presque 1 an de travail, oui. Et la maquette externe, en tout cas, elle est prête. Elle a été du coup réalisée par une personne que tu connais, qui s'appelle Lorraine Aster, ou Lographisme. Voilà, donc elle a fait la première de couverture, la maquette dans son intégralité, et une petite surprise supplémentaire que on ne dit pas peut-être pour l'instant, pour la campagne Ulule. Trop bien, j'ai hâte. Je pense qu'on reviendra sur la maquette et sur la campagne Ulule du coup après. J'ai des questions par rapport au processus de création. Est-ce que vous avez mis un nombre de mots maximum pour chaque nouvelle, et est-ce qu'il y avait des contraintes particulières ou au niveau où vous avez laissé full liberté à vos autoristes? Il y a une contrainte de mots qu'on a mis en effet, parce que 24 nouvelles au final, ça fait beaucoup.
Donc on a tablé sur un 5000 mots maximum. Alors comme ça paraît bien, mais au final, c'est un vrai exercice aussi. Enfin, moi, personnellement, c'est la première fois que j'écrivais une nouvelle et c'est très difficile. C'est très difficile d'en dire assez, mais pas trop peu non plus, pour que tout soit dit en 5000 mots. C'est assez, quand on connaît pas cet exercice, c'est assez compliqué pour une première fois. Mais oui, 5000 mots maximum, pas de minimum. Les autoristes sont quasiment toutes faites. Il y a une ou deux nouvelles qui sont à 3000 mots, je crois, mais sinon, quasiment tout le monde a plus de 4000 mots. Voilà. Voilà, ça c'est la première contrainte et je passe le relais à Nelly pour la suite. Oui, j'apporte un complément par rapport aux 5000 mots et à l'exercice difficile qu'est la nouvelle. Je pense que c'était ça qui était le plus traumatisant pour les autoristes à ma première bêta lecture. C'est que du coup, je pointais que l'univers était magnifique, mais l'univers était magnifique pour un livre, voire une saga. Et j'avais tendance à sacrifier des personnages, genre dans certaines nouvelles. Donc, je pense que les personnes se reconnaîtront, voire elles m'ont détesté. Entre et je pense qu'il y en a une nouvelle à la fin, entre toutes les relectures, il y a 17 personnages qui ont été enlevés. Voilà, parce que c'était un univers de romans, un lore extrêmement riche qui était magnifique, mais qui pour une nouvelle, surtout dans un cadre de recueil, était c'était là où l'exercice était compliqué. Donc c'était ça. Donc je pense que j'ai été beaucoup détestée pour ça et j'ai créé un trauma, je pense, avec des get to the point. Voilà, que je mettais partout, qui est devenu un peu un running gag et que maintenant on me ressort. Et je le vis très très mal. Bon, c'est faux, mais c'est drôle. Et ensuite, pour les contraintes, il y avait le thème festivité de fin d'année, donc Noël, hiver, Yule, Saint-Nicolas. Donc ça aussi, c'était au final un exercice qui paraissait simple, mais quand on est dans des univers qui sont complètement imaginés comme de la science-fiction, comme la fantasy, la dark fantasy, le steampunk, c'est le cyberpunk, placer en fait, respecter l'unité qu'on veut faire pour le recueil, Fenêtre sur Noël. Ça aussi est un exercice un peu compliqué. Et ensuite, il y avait 2 autres contraintes qu'on ne peut pas révéler. Parce que on aime bien mettre des petits easter eggs par-ci par-là. Mais peut-être, c'est-à-dire c'est être sûr que va falloir être attentif et que l'unité vient souvent dans les différences quand on lira ce recueil dans son intégralité. Et du coup, comment vous avez choisi l'ordre des nouvelles ? Alors, il y avait, il y a des nouvelles qui avaient des numéros précis. Par exemple, la nouvelle numéro 1, la nouvelle de Iman, non. Elle devait être en 1 pour une raison très particulière qu'il faudra lire. Et la nouvelle de Cassie, pareil, devait être absolument en position 24 pour une raison très particulière. Donc celle-là, le positionnement était facile. Ensuite, il y a eu des choix de numéros aussi en fonction des significations des jours, comme par exemple la nouvelle de Lorraine et le 6 décembre, qui est le jour de la Saint-Nicolas. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Nicolas. La nouvelle d'Aurélie, c'est le 5, parce que sa nouvelle, c'est Krampusnacht, qui est du coup, c'est le jour de Krampus, du coup la nuit de Krampus. C'est un lore alsacien. Et ensuite, moi par exemple, j'avais envie d'être le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver, parce qu'il y a une situation particulière. Et ensuite, à partir de là, on a essayé d'équilibrer, parce qu'on n'est pas sur un recueil pour les enfants du tout. On oscille entre de la romance mignonne et de l'horreur hyper sanglant. Donc, on a essayé d'alterner entre des nouvelles un peu plus douces et un peu plus gore. Voilà, pour
essayer d'avoir un équilibre autant que faire se peut. Voilà. Et on alternait les genres aussi. Oui, donc on va pouvoir passer d'une romance mignonne à un truc d'horreur. Ouais. Et après un peu plus doux pour pouvoir dormir la nuit et tout. J'ai une question, je l'ai notée, mais elle est un peu... Je pense que vous n'allez pas oser répondre. Mais est-ce que, parmi les 24, vous avez vos nouvelles chouchous un peu préférées où vous dites « Ah, elle, je l'adore, c'est ma préférée. » Mais vous ne le dites pas, vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais... C'est compliqué à répondre. Ouais, vous avez le droit de donner les vôtres. Les nôtres, alors moi je sais que comme on a un gros syndrome d'imposteur, ce sera forcément pas la mienne. Non, après on a des nouvelles. Je pense qu'à ce moment du projet, c'est compliqué de donner ses chouchous parce que comme on a dit juste avant, en fait là on arrive à un moment du projet où on les connaît tellement par cœur que soit elles font partie de nous aussi, soit on n'en peut plus. Donc voilà. Après, il y a des nouvelles qui nous ont surpris. On s'attendait pas en fait à lire ça. Par exemple, la nouvelle Conte. Quand on a mis ce genre, on s'est dit déjà personne va prendre. Moi j'aurais été incapable de faire ce que c'est Lutis qui l'a fait. C'est tellement codifié et je sais que quand je l'ai reçu, je fais waouh, ok, d'accord, je m'attendais pas du tout en fait à ce que ce soit un conte, vraiment que ce soit littéralement un conte. Je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus, je m'attendais pas à ce que ce soit un vrai conte et c'est exactement ce que c'est. Et autre chose, par exemple, moi le steampunk, c'est pas un genre qui m'attire parce que je suis allergique aux métaux. C'est ma petite bizarrerie personnelle. Et du coup, dans le steampunk, il y a beaucoup de métaux. Du coup, je lis pas parce que, en fait, quand je lis trop de trucs, ça me crispe. Voilà. Et en fait, j'ai été surprise de me faire complètement embarquer dans la nouvelle, alors qu'au final, c'est pas du tout un genre que j'aime, que j'apprécie d'habitude. Donc c'était ça. C'est au final, je pense pas qu'il y a de préféré, mais par contre, on s'est pris des claques, quoi. On s'est pris 24 claques, quoi. Ok, ça donne envie de découvrir en tout cas. J'ai très hâte. Du coup, pour revenir un petit peu à vos nouvelles à vous, puisque vous êtes les deux invités, donc on va pouvoir faire un focus dessus, si ça vous ennuie pas. Est-ce que vous voulez bien me les pitcher, me donner le thème, le numéro si vous pouvez, et puis après m'expliquer comment vous est venue l'idée de votre nouvelle, comment s'est passée l'écriture, est-ce que ça a été difficile, etc. etc. Alors moi j'ai la nouvelle, en plus aujourd'hui a été postée sur le compte Insta de Humaine de Lettres. Tout le mois de juillet, on fait un calendrier de l'Avent avec un post par jour, un jour une auteurice ou illustratrice. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Et du coup, donc ma nouvelle, le genre, c'est le drame. Voilà. Donc j'ai pris ça un peu, pas par dépit, mais c'était un peu en genre défi. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça a été assez difficile. Enfin, assez difficile. Oui, assez difficile. J'avais peur d'en faire trop, mais surtout de pas en faire assez. Parce que le drame, c'est un genre c'est un peu compliqué de définir le genre du drame, en fait. Il n'y a pas forcément de code bien défini. Voilà. Donc moi, ma nouvelle, c'est l'histoire de Flora qui revient comme tous les week-ends, elle revient dans la maison familiale. Elle est étudiante et elle retrouve sa maman. Et c'est un peu tendu entre elles depuis plusieurs années. Et elle va découvrir quelque chose qui va tout remettre en question. Voilà, je peux rien dire de plus parce que sinon ça va tout spoiler. Mais c'est une nouvelle. C'est un drame familial, en gros. Voilà, j'en dirai pas plus. Et c'est un très bon drame familial. Contrairement à ce qu'elle dit, elle a géré. Hein. Même le G1, elle a géré. Hein.
Non mais oh. Oui, ça c'est mon syndrome de l'imposteur encore qui me fait des petits coucous de temps en temps. Et c'est le 20 décembre aussi, du coup, ta nouvelle. Ce sera le 20 décembre. Et le 21, du coup, c'est moi qui fais... Donc, c'est le genre fiction historique. J'avais jamais écrit de fiction historique. Mais j'ai eu... je sais pas, j'ai été inspirée tout de suite par un truc. Je me suis dit, ah, ce serait marrant. Alors, par marrant, voilà, c'est... c'est pas vraiment le mot, mais... je me suis dit, et si on parlait de Noël au temps de la chasse aux sorcières? Voilà. Du coup, je suis partie de là-dessus et comme j'ai dit juste avant, donc, j'ai un background scientifique. Donc, pour l'écriture, je suis une autrice plutôt architecte, donc je me suis éclatée. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis beaucoup perdue. C'était super intéressant. Et pour construire ensuite la nouvelle à partir de tout ça. Donc c'était génialissime. Enfin moi j'adore. Si je pouvais passer ma vie à faire des recherches, faire que ça, ce serait cool. Et donc le pitch, c'est donc ça se passe en France en 1579. Donc on est quand même à la fin de la période chasse aux sorcières et ça se passe à Rezé, qui est une ville française qui a un passif où il y a eu énormément d'injustices par rapport aux femmes avec du coup les poursuites justement, les accusations de sorcellerie, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette ville-là. Et donc c'est Freya, c'est une jeune femme qui est d'origine scandinave et donc qui a de la xénophobie. Donc elle vit seule suite au décès de sa grand-mère dans une ferme avec ses chèvres et ses chats. Et elle va être, bon là c'est pas, c'est ça, elle va être accusée en fait de sorcellerie. Et donc on va suivre son histoire par rapport à ça. Donc on n'est pas sur une nouvelle de la joie, mais non plus après le drame, mais ouais, je suis assez contente de ce que ça donne de cette histoire de Freya. En tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Est-ce que du coup vous pourriez me pitcher peut-être une ou deux autres nouvelles que vous aimez bien, peut-être la première ou je sais pas pour. Alors la première, alors pitcher sa nouvelle c'est dur. Je sais des autres. C'est un peu plus c'est compliqué. Donc la première nouvelle c'est Iman Noor, ce sera de la fantaisie orientale. Donc on n'a pas de date précisément, donc c'est dans un univers fictif qui se passe en Orient. Précisément, alors je ne sais plus où précisément, mais je vais retrouver. Et on va suivre le personnage en fait alors pas d'une reine, mais de la princesse Nouran, qui en fait dont le trône a été volé par un conseil corrompu et qui va devoir faire des choix, dont des choix qui impliquent un artefact mystérieux et maudit pour survivre et se battre. Et ça se passe en hiver, en hiver, dans un équivalent d'hiver. C'est très bien mis en place par Iman. Et c'est très mystérieux, c'est très pesant. Il y a un peu de female rage qui est quand même assez satisfaisant. Et on va dire que là, c'est les prémices, ça pose peut-être les festivités de fin d'année qui vont arriver un petit peu plus tard dans les autres nouvelles. Donc là, ça c'est premier pitch. Et après, on va faire peut-être un pitch un peu doudou. Parce que c'est vrai qu'on n'a fait pas trop des pitchs. On a aussi des pitchs un peu doudou. Donc en pitch un peu doudou, on a la nouvelle numéro 16, qui est la nouvelle de Emma, qui est la romance, qui est Green Flag. Du coup, c'était vraiment une de nos exigences.
On voulait une romance vraiment green flag, très mignonne. Donc, on va suivre l'histoire de Mika et de Ambre. Et donc c'est un couple qui est déjà installé et parce qu'ils sont en train de décorer leur appartement pour Noël, en fait, ils vont se remémorer tous les souvenirs de leur rencontre, donc sur 5 ans. Donc en fait, on va suivre leur histoire par leurs souvenirs et par leur ressenti, parce que c'est une nouvelle qui a 2 points de vue. Donc là, ça va être très mignon, très doudou. Donc on est vraiment sur la douceur, et la nouvelle s'appelle Guirlande et bulles de savon. Et la nouvelle d'Iman, c'est le voile d'hiver aussi. J'avais oublié de le préciser. Donc là, on est sur... voilà, c'est un peu pour compenser. Comment on fait une nouvelle avec 2 points de vue ? Je suis hyper intriguée. Alors, on en a 3, il me semble. On en a 3 nouvelles avec 2 points de vue. Alors, il y a une nouvelle, ça, on peut pas trop parler parce que du coup, il y a une raison pour 2 points de vue. C'est assez court. Là, par exemple, Emma, entre guillemets, le fait que ce soit la projection des souvenirs, en fait, on alternait en fait les souvenirs du point de vue de chacun, de l'un ou l'autre des protagonistes. Et il y a aussi du coup Cels Amaryllis qui a fait donc la nouvelle numéro 14, Au cœur du blizzard, qui est la romantaisie, qui a donc on alterne le point de vue de Tessa et de Winter, qui est une métamorphe panthère des neiges. Donc en fait là pareil, on va avoir des scénettes qui sont assez courtes, et l'avantage des points de vue dans la nouvelle, c'est que il va y avoir aussi un peu des sauts dans le temps qui vont pas être trop artificiels. On va juste changer de point de vue et ça va permettre aussi de faire des sauts dans le temps pas trop artificiels. Après, on va pas alterner des points de vue toutes les 5 minutes non plus. Enfin, toutes les 5 minutes. Toutes les pages. Parce que là, en moyenne, si on se projette, donc là, sur le format du recueil, les nouvelles sont je crois qu'on est 45 pages de mémoire. Il me semble par nouvelle, un truc comme ça. Oui, à peu près, je crois. Non? Une quarantaine de pages. À peu près, voilà, là, par exemple, sur cette nouvelle-là, je pense qu'on change de point de vue peut-être maximum, on va dire maximum 10 fois. C'est vraiment... On a quand même une matière pour définir les personnages, et dès le départ aussi, c'est ça qui est important pour l'Inkipit, c'est que dès le départ, les personnages sont ultra définis, donc les lecteurs et les lectrices vont pas être perdus du tout. Nos autrices ont bien travaillé de tout ça. Du coup, vous avez décidé de lancer une campagne Ulule. Pourquoi faire une campagne Ulule ? Quel est l'objectif derrière ? Quand est-ce que ça sort ? Racontez-nous tout. Alors, la campagne Ulule, en fait, elle s'est imposée d'elle-même, au final. Je pense que personnellement, en tant que lectrice, j'ai participé à plusieurs campagnes Ulule dans ma vie, et c'est vrai que c'est toujours... Enfin, il y a un peu ce sentiment d'envie de faire la même chose. Et j'ai toujours envié ces personnes, enfin envié dans le bon sens du terme, mais plutôt, voilà, j'ai toujours eu de l'admiration pour ces personnes qui se lancent dans des campagnes de financement sur Ulule, parce que mine de rien, c'est assez ambitieux comme projet. Ça demande beaucoup de travail. Et donc, en fait, ça s'est imposé, la campagne sur Ulule s'est imposée d'elle-même. Et notre but, il est philanthropique. Donc, le marché du livre étant ce qu'il est, on pouvait pas contacter une maison d'édition pour proposer notre projet, parce que en fait, les bénéfices, une partie des bénéfices de cette campagne ira à une association
donc l'association SOS Préma, qui est une association qui en aide aux enfants prématurés et aux parents, enfin aux mamans d'enfants prématurés, à leur famille, voilà. Donc, étant donné que c'est un but philanthropique, on ne se voyait pas faire autre chose qu'une campagne de financement participatif. Voilà. Et c'est aussi une question de liberté, parce que au moins on sait ce qu'on fait et on a une ligne éditoriale assez précise. On veut que ce soit safe, inclusif et surtout, pas d'IA générative. Ça, on est vraiment là-dessus, on est très pointilleuse. On est anti-IA, que ce soit nous, même l'équipe, voilà. Donc, on voulait vraiment garder cette liberté en faisant nous-mêmes cette campagne. Voilà. Du coup, j'apporte un compliment au niveau de la ligne éditoriale. Donc, on pourrait dire que c'est woke, hein, clairement. Parce que quand on dit safe et inclusive, c'est-à-dire dans les nouvelles, on va avoir des énormes sujets de société. On va avoir des sujets forts, on va parler de discrimination, etc. Mais ça sera toujours dénoncé. Il y aura jamais, justement, on a eu des lectures sensibles, donc c'est vraiment, ça fait partie de ça. On voulait que ce soit dénoncé. Et on va pas se leurrer, on a beaucoup de nouvelles qui sont LGBT. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait et on s'est dit, si on passe pas par une campagne de financement participatif, mais par une maison d'édition, avoir tant de genres littéraires différents, tant de profils d'auteuristes différents, en fait, ça va coincer à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça qu'on voulait cette liberté et ce choix-là, qui est un peu contradictoire avec si on se projette un an avant, quand on a commencé à avoir l'idée du thriller 4 mains avec Oli. On était là, on savait pas si on allait l'envoyer en maison d'édition ou faire de l'auto-édition. On s'est dit non, mais attends, mais c'est quand même beaucoup de travail l'auto-édition, même si on est à 2, c'est lourd. Et du coup, un mois plus tard, on décide de faire un 48 mains. Vraiment, on est sur une logique un peu masochiste. Un peu bancal. Mais voilà, donc c'était ça. Ça nous donne à cœur. Ok, oui, ça vous permet en plus une liberté créative totale, quoi. Je vois le compte Instagram, il est super beau, les posts que vous faites, ils sont trop beaux. Donc c'est génial, j'adore. Ah bah c'est surtout notre équipe de com là qui ont pris le relais là ces derniers, je pense ces 2 derniers mois. Donc coucou Laetitia, Rémi, Lorraine et Cassie, qui font des trucs au niveau graphisme de fou. Qui nous font faire des réels moi à la base quand je me suis lancée sur Insta en tant qu'autrice, j'avais dit je fais pas de réel, hein. Donc voilà, hein. Parce que voilà, je considérais que j'étais un peu trop vieille pour ça, mais voilà, donc là on en est là et puis et au final il y a plein même d'autres autrices qui nous ont suivis, qui avaient le même discours, genre on ferait pas de réel et ça fait partie, c'est comme les nouvelles en fait, c'est les autrices nous surprennent jour après jour, donc c'est vraiment très très chouette. Est-ce que du coup ce recueil il est voué à vivre que via la campagne Ulule, ou est-ce que vous prévoyez de le mettre en vente ensuite? Alors déjà, c'est vrai que là, je viens de penser qu'on n'a pas répondu à une de tes questions. Donc la campagne Ulule, ce sera du 15 août à midi au 15 septembre. Il n'y aura pas de prolongation. Du coup, ce sera vraiment que 1 mois. C'est des contraintes imprimeurs. Comme on veut que ce soit un peu en mode calendrier de l'Avent, il faut que ça arrive avant le 1er décembre. Donc il faut qu'on ait une marge de progression, d'envoi des colis, etc. Et comme je pense que tu l'as compris à force, on est un peu stressé. Donc on anticipe beaucoup et rendez-vous imprimeur, calendrier. C'est vrai que ça tombe au moment où il y a toutes les impressions pour les livres scolaires, etc. Donc on a des contraintes imprimeurs. C'est pour ça que c'est que 1 mois. Donc ça c'est pour répondre à la question d'avant.
Je vais prendre le relais. Du coup, alors le livre ne sera disponible que lors de la campagne Ulule. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument l'acheter pendant la campagne, ou alors oui, se mettre un rabais Bah, pour. On va pas le mettre sur une. Non, on le mettra pas sur une plateforme, sur notre site, le site de l'association, on le mettra sur aucune plateforme. Par contre, si la campagne explose, il est possible qu'on fasse une réimpression plus tard. Mais encore une fois, on le répète, on est on n'est pas une maison d'édition, on est une association. Voilà, donc il y aura pas d'impression à la demande. Voilà. On a fait un lapsus parce que nos autoristes, il y en a certaines qui se reconnaîtront qu'elle n'arrête pas de essayer de nous persuader de faire ça. Et non. On veut rester vraiment dans le côté associatif, philanthropique, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu aussi devenu une blague sur ça. Mais comme l'a dit Oli, on va rester que sur ça. Et justement, on joue sur le côté un peu collector, quoi. Donc si vous en avez besoin, si vous en avez besoin, évidemment vous en avez besoin parce que le recueil sera génial. Donc j'ai envie de dire, Bien sûr. voilà. Moi j'en ai besoin. Hein. Voilà, exactement, démonstration. mais oui, il faudra. Et puis après, il faut pas oublier que il y a 2 paramètres qui sont importants pour cette campagne. C'est qu'un, il y a le côté philanthropique. Donc plus la campagne explose, plus on aura de sous à donner aux associations. Enfin là, à l'association SOS Préma. Plus on aura de sous pour potentiellement mettre une trésorerie de côté pour financer une réimpression. Et aussi, on va pas se leurrer, c'est pour beaucoup des participants et participantes, c'est la réalisation d'un rêve. Parce que c'est la première publication papier pour beaucoup d'entre nous, dont nous 2 d'ailleurs, accessoirement. Nous 2, ouais. D'ailleurs, la petite anecdote qu'on peut dire, parce qu'on a voulu faire les choses dans les règles, donc on a fait signer des contrats d'édition. Hein. On a fait un travail avec une juriste pour avoir des contrats qui sont propres, légaux, qui sécurisent les autoristes, nous aussi accessoirement. Et donc on a dû, et donc c'est avec la signature, c'est avec l'association. Et donc nous 2, on a dû aussi signer nos propres contrats. Et en fait, je crois que c'était peut-être 3 mois après la signature, je parle avec, je crois que c'était avec Lorraine d'ailleurs, et elle parlait de faire un post sur le fait qu'elle avait signé un contrat d'édition, et que c'était le premier, que c'était beaucoup d'émotions. Et puis là, d'un seul coup, attends, mais j'ai signé un contrat d'édition. Et en fait, on était tellement dedans qu'en fait, on se rendait pas compte que accessoirement, on avait aussi signé un contrat d'édition. Alors avec, entre guillemets, nous-mêmes, mais c'était un vrai contrat. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objet livre en lui-même, à quoi il va ressembler, comment vous avez travaillé avec l'imprimeur, est-ce qu'il y a des illustrations à l'intérieur aussi? Du coup, vous avez parlé d'illustratrice tout à l'heure. Alors du coup, ça sera un brochet A5, en format A5. Donc on aura une maquette externe qui est donc réalisée, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, par Lographisme ou Lorraine Aster. Donc on est sur, de toute façon on a fait la cover reveal sur les posts Insta, donc si vous n'avez pas vu, il faut aller voir nos posts Insta. Le site juillet, le cover reveal, c'était. Oui, c'était juillet, et de toute façon on aura normalement on va avoir un autre cover reveal un peu en mode réel dans pas très longtemps, normalement, que Rémi et Lorraine sont en train de nous préparer. Donc on est sur des tons plutôt bleu et vert, avec des touches de doré et de blanc. Et l'intérieur de la maquette, donc on va avoir des illustrations mais assez simples. Donc ce sera en noir et blanc parce que faut pas oublier, c'est un projet philanthropique caritatif. Donc le but c'est que on donne des sous. Donc si on met trop de finition à l'intérieur, on augmente les coûts du papier. On a découvert aussi les coûts du papier merveilleux, les augmentations avec
tout ça. On a fait le choix, ça c'est un choix important et ça a été non négociable. On sera sur un papier crème bouffant pour le confort de lecture et que ce soit visuellement ou même au niveau de tenir le papier. Pas trop épais non plus au niveau du papier parce qu'on va déjà être sur 500 pages. Voilà, on est sur un beau bébé. Et au niveau des illustrations internes, donc chaque titre de nouvelle est illustré, aura une illustration, donc c'est un ruban en aquarelle. Il y aura aussi une illustration avec des boules de Noël, avec des idéogrammes de trigger warning, parce que qui dit 24 nouvelles dit un panel de trigger warning différent que si on fallait qu'on cite à chaque fois, ça alourdissait. Donc on a fait le choix au début de faire une légende en fait et faire quelque chose de très visuel. Et bien sûr, si les gens ont besoin de savoir quel trigger warning il y a, ils auront un QR code, ce sera spoiler inclus pour certaines nouvelles, pour savoir quel trigger warning il y a. Il y aura cette illustration. Il y aura des séparateurs temporels, il y en aura 2 types. Il y aura un séparateur nœud et un autre séparateur auquel potentiellement il faudra faire attention. Voilà, je le place comme ça. Et on a nos numéros de page aussi qui sont illustrés. Voilà, qui sont ça sera assez sobre, simplifié, mais mis en valeur. Donc ça, ce sera au niveau de la maquette interne. Potentiellement, il y aura un petit loup très raton qui vont se balader, mais par-ci par-là. Et donc là, on sera sur de la simplicité, mais quand même quelque chose de visuel. On a aussi choisi que la mise en page soit assez aérée pour le confort de lecture, toujours, tout en essayant de ne pas avoir un livre qui fait 800 pages. Donc voilà. On en revient à ce qu'on disait, la maquette nous a un petit peu sorti par les yeux. Donc au niveau de l'objet livre, et donc il y a 2 choses encore à dire, et comme ça, après je repasse la balle à Oli, puisque ça va faire la transition. Au niveau des paliers, donc comme ça je vais parler des 3 premiers paliers. Donc le premier palier, c'est validation de la campagne, c'est-à-dire on pourra respirer un petit peu. Le deuxième palier, on aura du vernis sélectif sur la maquette externe, au niveau de la couverture. Et le 3e palier, nous aurons un jaspage réalisé par aussi Lorraine. Donc voilà. Et je te passe le relais pour teaser le reste. Je vais parler des packs. Les packs, il y en a de mémoire 7, dont un pack avec juste le e-book. Voilà. Donc c'est l'offre de départ. Et ensuite, on a 6 packs avec le livre et des petites surprises en plus, dont le tout dernier pack collector. Donc là, il n'y en aura que 5 exemplaires. Voilà, donc c'est une édition très limitée. Donc ça va être un pack, donc ce sera l'objet livre, mais avec une couverture reliée, personnalisée, faite par Cassiopeia, qui a l'habitude d'en faire. Voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram, voir ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Donc elle va réaliser 5 collectors qui seront disponibles. Voilà, donc il faudra aller très vite les prendre parce que je pense qu'ils seront pris très vite. Alors voilà. ce sera le pack le plus élevé, bien évidemment. Oui. C'est le pack Krampus. Le pack Krampus. Donc ça reste un budget. Oui. Donc il sera à 100 €. Mais voilà, on a un bel objet complètement inédit. Voilà. Et les autres packs, en gros, ce sera le livre avec les améliorations qui seront débloquées du palier. Donc, si tout va bien avec le vernis sélectif et le jaspage, et d'autres petites choses, notamment, je suis en train de voir, une illustration qui a été faite par tous les
illustratrice de l'équipe, illustration dite sapin, qui est absolument magnifique. En fait, tout le monde a participé à cette illustration. Voilà. Il y aura aussi des stickers. On a une planche de 6 stickers qui a été réalisée par 2 de nos illustratrices qui sont absolument aussi très mignons. Voilà, ça fait partie des paliers. Et il y aura aussi, en fait, les illustratrices ont fait une illustration par nouvelle, c'est-à-dire que chaque nouvelle a son illustration. Donc il y a 24 illustrations. Et on les mettra à disposition. Donc ce seront 24 illustrations cartonnées carrées. Et elles seront disponibles dans certains packs et on pourra les acheter aussi en tant que goodies. Voilà. Soit les 24 d'un coup, soit une illustration au choix ou aléatoire. Ce sera selon le choix des contributeurs RIS. Voilà. Mais du coup, il y aura beaucoup de choses. Il y aura pas que l'objet livre. On a prévu des petites choses. Et comme les illustrations, on pouvait pas les mettre dans le livre au niveau des coûts, on a choisi de faire ce format carte postale carrée pour un peu rappeler les cases calendrier. Et ce sera en couleur, sauf si l'illustration en tant que telle, elle est, parce qu'on en a 2-3 qui ont été faites en niveau de gris. Et enfin, c'est vraiment magnifique. En plus, on a une diversité parce qu'on a 7 illustratrices qui sont intervenues en tout sur les 24. Donc pareil, on a une diversité de styles, de formats. Il y a de l'aquarelle pure, il y a de l'aquarelle aussi avec un peu de numérique, il y a du numérique pur. Donc ça, c'est encore pareil, toujours pour représenter ce qu'on a dit du recueil, l'unité vient des différences en fait. Attends, je viens de penser à un truc important aussi, juste, les 50 premières commandes auront un petit cadeau supplémentaire, que ce sera annoncé. C'est une breloque flocon de neige qui a été réalisée par Laetitia en résine, à accrocher au sapin. Du coup, ce sera que les 50 premières commandes. Ok, trop bien. Alors moi, du coup, il me reste 2 questions qui ont un peu rien à... Enfin, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais où on va se détacher de ça. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à la campagne Ulule, au recueil, etc. ou pas? Juste, moi, si j'ai à rajouter quelque chose, le projet, il nous tient à cœur, vraiment, vraiment beaucoup. C'est réaliser nos rêves, mais c'est pas que notre rêve, c'est le rêve de toute l'équipe, tous les participants, les 24 autoristes, plus les illustratrices. Et il faut pas hésiter à aller voir les pages de tous les participants du projet, parce que soit elles écrivent des trucs de fou, font des vidéos géniales, drôles, attachantes, d'émotions, des illustrations extraordinaires. Donc vraiment, il faut pas hésiter à aller les soutenir et se dire aussi que en achetant le recueil, on fait une bonne action et ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Et ma question, c'est est-ce que, d'ailleurs je crois que j'avais déjà noté, vous avez vu la question normalement, est-ce que ça vous a donné envie de refaire plus tard un recueil de nouvelles de la même façon avec un autre thème, par exemple pour l'été ou je ne sais quoi, ou est-ce que vous vous êtes dit c'est fini? Pour être transparente, on va déjà voir si cette campagne fonctionne. On va déjà voir comment ça se passe, parce que s'il n'y a pas trop d'engouement, s'il y a pas trop de ventes, voilà, ça nous donnera pas forcément envie de continuer. Et je dois dire, je pense que Nelly sera d'accord avec moi, là ça fait 9 mois qu'on est H24 sur ce projet. C'est littéralement, on est en train d'accoucher d'un projet là. C'est 9 mois, voilà.
intense. Et je t'avoue, là, on commence un peu à tirer sur la corde. Et là, faut qu'on se repose aussi, qu'on pense à autre chose. Donc ma réponse ce sera pourquoi pas. On sait très bien, enfin voilà, on y pense, mais on veut déjà voir comment se passe cette campagne Ulule, et aussi on va prendre du recul et se reposer parce que là, c'est fatigant de gérer tout ça. Alors on a une super équipe de com qui nous aide aussi depuis quelque temps, mais c'est vrai que on a pas mal géré ça à deux au départ, et c'est assez éprouvant au final. Mais voilà, on ne ferme pas l'idée, mais on va voir comment se passe cette première campagne. Ouais, en fait, comme on a dit, on est des personnes qui sont nature stressée, mais aussi assez cartésienne rationnelle. Et là, alors même si, parce que je sais qu'on aura des remarques, notre équipe de com va dire que la campagne va marcher et tout, etc. Nous, tant que c'est pas passé, on a besoin de preuves, de faits. Tu vois, moi, je suis donc voilà. Et pour respirer, etc. On n'est pas fermé à l'idée, clairement, comme l'a dit Oli, on y pense, mais on va pas dire oui parce que tant que tout ça, voilà. Déjà le 1, on va terminer le 1, on va envoyer les colis et on verra à ce moment-là. Du coup, j'ai une dernière question. Vu que on est sur un podcast où on parle d'écriture de base, c'est l'écriture, mais on est arrivé au sens large. Est-ce que vous auriez des conseils, on va dire 2-3 conseils, pour des gens qui voudraient écrire des nouvelles? Parce que c'est un exercice qui est quand même assez compliqué, c'est très codifié. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner, vu que vous en avez lu beaucoup? Partagez-nous l'expérience. Alors, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est déjà avoir un plan. Avoir un plan. Alors moi là, c'est l'autrice architecte qui parle. Mais sans un plan, je trouve que c'est difficile de faire. Surtout une nouvelle avec un nombre limité. Si c'est une nouvelle à 20 000 mots, je pense qu'on peut se permettre plus de liberté, mais il faut avoir un plan déjà de base, une trame, pour pouvoir savoir où aller. Déjà, faut savoir où on veut aller avant de commencer à rédiger la nouvelle. Avoir un lore bien solide, mais pas trop développé non plus, parce que il faut pas trop en dire, parce que sinon c'est plus une nouvelle, ça peut devenir très vite un roman en fait. C'est la difficulté de la nouvelle, hein, c'est que ça peut vite switcher en roman, voire une saga. Mais oui, je pense qu'il faut déjà savoir où on va, et avoir un plan. Pour moi, ce seraient les conseils que je pourrais donner, après, sachant que les conseils, je suis pas du genre à les respecter. Enfin, tous les conseils qu'on voit d'écriture, il y a tout et son contraire. Donc, vraiment, je dirais, voilà, faites comme vous voulez, mais moi, ce seraient les 2 petites choses, je pense, auxquelles il faudrait faire attention. Et moi, je vais dire, il y a un conseil qui, je pense, va faire un rire Oli et rire nos stories. C'est get to the point. Non, en vrai, voilà, c'est ça a été ultra enrichissant de faire tout le travail éditorial, déjà d'écrire ma nouvelle, et le travail éditorial. Je suis quelqu'un qui, à la base, adore d'écrire. Vraiment, j'adore d'écrire tout. Voilà, des formations professionnelles. J'aime les faits, j'aime que ce soit précis, j'aime donc forcément détail. Et en fait, là, d'être contrainte pour écrire ma propre nouvelle, plus en fait d'accompagner nos auteurices dans cet exercice ultra difficile.
je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des bêta-lectures, et je pense que Oli va être d'accord, en fait, on a le cut qui devient de plus en plus simple. En fait, on voit de plus en plus qui, au final, n'apporte rien à l'histoire. Et donc, le conseil pour écrire une nouvelle, c'est, je suis en phase avec ce qu'a dit Oli, faire un plan, savoir où on va pour pas partir dans tous les sens. On sait qu'il y a eu des nouvelles qui ont fait le double de mots au G0, et du coup, forcément, pour leur G1, ça a été dur de cutter littéralement la moitié. Et donc d'aller au plus simple, d'aller get to the, c'est ce que je disais un petit peu en blague, après c'est vraiment devenu un running gag, mais get to the point. Parfois on n'a pas besoin de savoir qu'il est passé par le couloir, voilà, ça va être implicite, il va y avoir un saut de scène, en plus on avait nos séparateurs temporels, l'information elle est là, l'information elle est pas importante. Si prendre un chocolat chaud a aucune importance dans l'histoire, en fait, on va pas prendre de chocolat chaud, etc. Donc des fois, c'est un peu frustrant pour quand on est en train d'écrire, parce qu'on a laissé plein de petits détails, hein, pas de souci. Mais il a fallu qu'on cut pas mal de choses, parce que sinon, comme l'a dit un petit peu Oli, quand il y a un lore trop important, ça peut partir dans tous les sens. Et nous, ce qu'on voulait pas, c'est que les nouvelles, en fait, le lecteur ait un sentiment de frustration, genre que l'histoire elle soit pas finie. On était pour les fins ouvertes, on a beaucoup de nouvelles qui ont des fins ouvertes, qui vont laisser justement au lecteur et aux lecteuristes de choisir qu'est-ce qui se passe ensuite sans frustrer, ou alors des fois si c'est fait exprès de frustrer. Enfin moi je sais que j'aime bien faire ça, mais du coup il y a une raison. Et la nouvelle est un exercice vraiment difficile. C'est le ressenti de beaucoup de nos autoristes quand ils nous ont rendu leur premier jet. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, qu'elles pensaient pas que c'était aussi difficile en fait d'écrire une nouvelle dans les faits. Ah oui, complètement. D'être simple. Et nous aussi on l'a ressenti d'ailleurs. Ok, je pense qu'on a fait le tour du coup. Donc du coup je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers votre Instagram, vers vos Instagram perso aussi si vous voulez, et du coup vers la campagne Ulule, très important. Et bien si c'est bon pour vous, on a terminé du coup. Merci pour ce beau projet et merci d'être venu le présenter ici. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté, de nous avoir reçus en fait. Merci à toi de nous avoir reçus, c'était plutôt ça. Pour ton écoute. Avec plaisir. Et déjà pour juste ce podcast aussi qui est super chouette. Hein. Merci beaucoup. C'est les autrices qui font tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.